Bonjour à tous, je me présente Nicolas Rebière, rédacteur en chef de La République et de l'Éclair, les Palois connaissent. Je suis ravi d'accueillir Arnaud Fontanet. Vous êtes médecin épidémiologiste, chercheur à l'Institut Pasteur, professeur au CNAM et vous occupez la chaire Santé publique au Collège de France. Vous êtes spécialiste en épidémiologie, notamment des maladies tropicales, et vous êtes membre du conseil scientifique créé par Emmanuel Macron au début de la pandémie. Autant dire que, alors que la question de la pandémie et de retour revient sur le début de la scène, vous êtes la personne idéale, idoine à mon avis, à écouter aujourd'hui. La première des questions que je me pose, c'est une question de journaliste, on rentre dans le cœur du sujet. Elle est où cette 5e vague en France? Est-ce qu'on est en train de la prendre? Est-ce qu'elle arrive? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors effectivement, la 5e vague est là. Elle a débuté début octobre, mais comme toujours, on ne les voit pas vraiment au début parce que c'est des courbes exponentielles qui démarrent très très bas. Mais voilà, on savait déjà que ça commençait à frémir. Et elle s'est vraiment accélérée la semaine dernière. En France, pour l'instant, on est un petit peu mieux lotis que nos voisins. Je vous l'expliquerai brièvement pourquoi. Mais vous l'avez vu, sur l'Europe, alors d'abord l'Europe de l'Est, dont on parle moins, mais des pays comme la Roumanie, par exemple, sont en train de vivre une situation absolument dramatique. Et puis plus près de la France, des pays qui sont nos voisins frontaliers, comme l'Allemagne et un peu plus loin l'Autriche, vivent une situation déjà critique. Je dois reconnaître qu'on est surpris par la brutalité de la reprise de cette épidémie qu'on attendait. On savait qu'à l'automne, ça allait revenir parce qu'il y a cet effet qu'on appelle saisonnier, avec la baisse des températures, les gens qui sont un peu plus en intérieur, et s'ils ne sont pas protégés, s'ils ne portent pas le masque, s'il n'y a pas la bonne aération, il y a plus de circonstances favorables à la transmission du virus. Mais la rapidité avec laquelle cette 5e vague a débuté, alors qu'on a quand même un bouclier vaccinal, qui est un autre sujet bien sûr sur lequel on reviendra, nous surprend. Et bon, je pense qu'il y a des pistes pour réagir, mais ce sera certainement l'occasion de cette discussion. Alors tout le monde regarde l'Autriche, là. L'Autriche qui a commencé à reconfiner les non-vaccinés, commence maintenant à dire on va confiner finalement tout le monde, et puis vacciner tout le monde au mois de février. Est-ce que c'est un scénario imaginable en France ? Alors on est à des chiffres qui sont quand même très inférieurs à ceux que connaissent aujourd'hui l'Autriche ou l'Est de l'Allemagne, qui font qu'on a un peu de temps devant nous. Maintenant, ce sont des exponentielles, les choses peuvent aller assez rapidement. Je crois qu'il faut aussi regarder ce qui se passe dans des pays qui, pour l'instant, ont une situation plutôt contrôlée, parce que c'est quand même ce qui nous permet le mieux d'analyser ce que pourraient être les prochaines semaines. Donc, je vais prendre l'exemple, de 3 pays, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, un peu plus au sud, qui, pour l'instant, résistent plutôt bien. Et pourquoi est-ce que ces pays résistent bien? D'abord parce que la première vague a été violente, surtout en Italie et en Espagne. Ça a été un peu plus tardif pour le Portugal. Et la proportion de personnes qui a été infectée pendant cette première vague est plus élevée dans ces pays qu'elle ne l'a été pour le reste de l'Europe, à l'exception de la Grande-Bretagne. Comment est-ce qu'on le sait aujourd'hui? C'est surtout quand on regarde des chiffres d'excès de mortalité. Si vous regardez le bilan fait par le journal The Economist, qui est probablement une des estimations les plus fiables de l'excès de mortalité dont on dispose aujourd'hui,
on voit que ces pays, alors qu'ils ont des structures d'âge de population à peu près identiques aux nôtres et que c'est vraiment l'âge qui est un des déterminants principaux du risque de faire des formes graves et des décès, ces pays sont très au-dessus en termes d'excès de mortalité associés à l'épidémie, tel depuis son début en février-mars 2020. Et le fait qu'ils aient été très touchés fait qu'il y a une proportion plus importante de la population qui a été infectée, qu'on ne peut plus estimer aujourd'hui parce que tout le monde a des anticorps grâce au vaccin, mais aussi fait que les gens sont plus prudents, ils se sont plus vaccinés, et puis ils ont plus tendance à respecter les mesures que propose le gouvernement. C'est le cas notamment en Italie, qui, jusqu'à la semaine dernière, en Europe, était le pays qui avait les mesures de contrôle de l'épidémie les plus strictes. Et si vous mettez ensemble tous ces éléments, donc à la fois des mesures de contrôle strictes qui sont suivies par la population, si vous mettez ce passé d'épidémie qui a laissé quand même une proportion de personnes immunisées plus importante qu'ailleurs, et puis si vous rajoutez une couverture vaccinale très élevée, vous voyez que ces pays résistent mieux, avec en plus, il ne faut pas se le cacher, un effet climatique, puisque comme je vous le disais, cette 5e vague a été déclenchée par le refroidissement des températures et que dans ces pays-là, le mois d'octobre a été un petit peu plus clément. Alors la France, on est situé un petit peu intermédiaire. On a eu des vagues épidémiques fortes auparavant, mais dans l'Europe occidentale, on est à peu près au milieu, comparé à d'autres pays qui ont été moins touchés, comme le Danemark et l'Irlande, par exemple. On a une couverture vaccinale qui est bien aussi, on est dans le peloton, on n'est pas dans, je parle de l'Europe occidentale, on n'est pas dans le top, mais on est plutôt bien, avec un déficit quand même chez les plus de 80 ans, où on a encore 13% de non-vaccinés, et ces gens-là sont très très à risque de formes graves. Et puis en termes de mesures de contrôle de l'épidémie, avec le pass sanitaire, avec d'autres mesures, on était aussi plutôt mieux protégés que beaucoup des autres pays. Et enfin, un mois d'octobre un peu plus clément, on démarre moins vite que n'ont démarré l'Autriche, etc. Quand vous regardez l'Autriche ou l'Est de l'Allemagne, la proportion de personnes vaccinées est 10-15% inférieure à celle que vous trouvez dans les pays voisins ou dans l'Ouest de l'Allemagne. Et cette différence de 10-15% joue un rôle vraiment important et peut expliquer en partie ce décrochage très rapide, de la même façon qu'en Europe de l'Est, où la couverture vaccinale était plutôt de 50%, ils ont plongé dans une situation catastrophique très rapidement. Et c'est simplement pour vous dire que ça paraît peu, qu'on ait en France 76% et en Autriche 67% de personnes vaccinées, à 9 points de différence, mais ça peut être déterminant quand arrive une vague et sur sa dynamique et donc le retentissement qu'elle aura sur le système de santé. Est-ce que vous comprenez finalement le Français qui voit une couverture vaccinale quand même assez très bonne, même si elle n'est pas effectivement, selon les tranches d'âge, pas parfaite, comme vous le dites, et qui ne voit pas la fin de cette pandémie? Est-ce qu'on verra la fin? Le thème de ces rencontres, c'est se reconstruire. Alors, après, on peut se reconstruire, mais quand c'est fini. Là, pour le coup, on a l'impression de vagues successives et de non-fin de la pandémie. Est-ce que l'épidémiologiste que vous êtes peut prédire une fin à un moment? Alors, sur le vaccin, puisque vous en parlez, d'abord, je pense qu'on ne le réalise pas. Mais dans l'histoire de l'humanité, avoir un vaccin en 9 mois, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais réussi. Et des vaccins qui sont très efficaces, ces vaccins ARN messager. Et je vous demande juste de faire l'effort, de vous imaginer où nous en serions aujourd'hui si on n'avait pas eu de vaccin, avec une 5e vague, 5e confinement, des confinements durs. On aurait probablement dû se résoudre à l'échelle européenne à adopter cette approche du zéro Covid que des pays insulaires ont mis en pratique, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Taïwan, ou alors des pays avec des régimes extrêmement forts comme la Chine, où vous êtes tous confinés, on sort de confinement, vous trouvez 4-5 cas dans une ville, toute la ville est confinée, on teste en Chine 10 millions de personnes et vous ressortez 4 semaines plus tard. Et on n'aurait pas eu beaucoup d'alternatives à cette approche si on n'avait pas eu les vaccins. Donc je crois qu'on a accepté l'idée qu'on a des vaccins, on est même un peu critique vis-à-vis de ces vaccins qui ne marchent pas aussi bien que ce que l'on a cru au tout début, et je reviendrai là-dessus. Mais d'abord,
je pense qu'on ne peut que se réjouir, et moi-même, en tant qu'épidémiologiste, je me dis pas qu'on a eu de la chance, hein, parce que c'est le travail de scientifiques, et pas du travail de scientifiques sur un an, c'est 50 ans de recherche qui font qu'on a pu, à un moment où il fallait mobiliser tous les efforts, développer en quelques mois des vaccins qui sont aussi efficaces que ceux qu'on a. Mais vraiment, d'abord, sachons apprécier le fait que si on a cette conversation aujourd'hui, si on est tous ensemble comme pour ce très bel événement, on le doit à quelques chercheurs qui ont réussi à mettre au point des vaccins absolument remarquables. Alors, sur l'efficacité vaccinale elle-même, juste pour vous dire, les critères que la Food and Drug Administration américaine avait mis pour un vaccin qui serait utilisé pour la Covid il y a de cela un an, c'était 50% d'efficacité. On se serait dit déjà, si vous avez un vaccin qui diminue de 50% votre risque d'infection, ça vaut le coup de le déployer en population humaine et il sera utilisé. Il se trouve qu'il y a un an, on apprend que ces vaccins ARN messagers, avec une technologie tout à fait révolutionnaire, ils sont plutôt à 95% d'efficacité sur les essais cliniques qui sont menés. À l'époque, avec des virus moins transmissibles qu'aujourd'hui, hein, c'était le virus de 2020 qu'on va appeler Wuhan, hein, celui qui est un peu transformé par rapport à celui qui est arrivé d'origine de Chine. Et puis ensuite le variant alpha, mais des virus qui, à l'époque, étaient un peu moins transmissibles, 80% d'efficacité. Et franchement, on s'est dit, on tient de bon bout. Il se trouve qu'avec un peu de recul maintenant, on se rend compte que l'efficacité des vaccins diminue avec le temps par rapport au moment où a été administrée la deuxième dose. On estime à peu près à 90% l'efficacité contre l'infection 2 mois après la deuxième dose, mais cette efficacité va diminuer à 50% à 6 mois. Je parle là de la protection contre l'infection, c'est-à-dire que 6 mois après votre deuxième dose, vous restez protégé contre la transmission du virus, mais seulement de 50% par rapport à quelqu'un qui n'est pas vacciné. En revanche, et ça c'est extrêmement important, la protection contre les formes sévères, elle reste à des niveaux de 90% pendant 6 mois. Et c'est ce qui fait qu'on ne tombe pas gravement malade, on divise par 10, en tout cas son risque de tomber gravement malade, jusqu'à 6 mois après le vaccin. Et puis, avec le recul qu'on a, et ce recul, on l'acquiert au fur et à mesure qu'on s'éloigne du moment où les personnes ont été les premières vaccinées, on a vu que pour les sujets de plus de 60 ans, et que pour des sujets qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, qui sont en surpoids, qui ont du diabète, de l'hypertension artérielle, des difficultés respiratoires, des chimiothérapies quelquefois pour des cancers, des transplants rénaux, chez ces sujets, eh bien, l'efficacité du vaccin contre les formes graves commence à diminuer après 6 mois, on passe de 90% à 80%, et c'est là qu'est née l'idée des doses de rappel. Alors cette dose de rappel, elle est extrêmement efficace, au sens où, quand vous venez de la recevoir, 1 mois plus tard, vous multipliez par 5 à 10 les anticorps qu'on appelle neutralisants, ceux qui sont efficaces pour neutraliser le virus, comparé à quelqu'un qui a reçu 2 doses. Donc on a quand même un saut quantitatif, hein, 5 à 10 fois plus d'anticorps neutralisants 1 mois après la dose de rappel, comparé à 1 mois après la deuxième dose. Et puis, on se rend compte que par rapport à des gens qui ont reçu 2 doses, quand vous avez reçu la dose de rappel, vous divisez par 10 votre risque d'infection, vous divisez par 20 votre risque d'hospitalisation. Donc là, à nouveau, vous êtes très bien protégé. Pour une durée qu'on ne connaît pas encore, le recul dont on dispose, c'est 2 mois à peu près, puisque Israël a été les premiers à mettre en place ces doses de rappel, mais elles sont extrêmement efficaces. Elles sont aujourd'hui proposées en France pour les plus de 65 ans, puis vous avez vu que ça va descendre à 50 ans. Il y a des discussions pour voir si on ne va pas élargir. Mais le calendrier le dictera de toute façon, puisque pour l'instant, les personnes plus jeunes ont été vaccinées plutôt en août, donc c'est en février que la question se posera réellement pour la majorité d'entre eux. Et donc on a vraiment ce nouvel outil qui sera aussi proposé, comme je disais, aux gens qui ont des comorbidités, parce qu'eux voient une baisse d'efficacité contre les formes sévères qui se manifestent après 6 mois. Mais voilà, on est maintenant dans cette situation où la dose de rappel devient nécessaire pour beaucoup. Après, ça n'est pas non plus une surprise. Beaucoup des vaccins que vous utilisez sont des vaccins qui ont une primo-vaccination, 2 injections à 1 mois d'intervalle, et ce qu'on appelle un booster ou une dose de rappel, 6 mois, 1 an plus tard. Prenez l'hépatite B, prenez le vaccin contre le papillomavirus, prenez tous ces vaccins-là.
Donc cette notion de dose de rappel n'est pas en soi un échec du vaccin, c'est juste que le régime vaccinal complet, celui qui est efficace, au vu des connaissances d'aujourd'hui, ce sera 2 doses à 1 mois d'intervalle, un rappel 6 mois plus tard. Vous dire s'il faudra un rappel 1 an plus tard, par exemple. Un rappel du rappel. Trop tôt pour le savoir. On part, comme je vous l'ai dit, avec des taux d'anticorps neutralisants très élevés après cette dose de rappel. Si on gardait la même cinétique de baisse que celle qu'on observe après la 2e dose, on est quand même protégé sur des durées qui seront plus longues, mais trop tôt pour vous dire s'il y aura justement besoin de nouvelles doses de rappel, 1 fois par an, peut-être pour des personnes plus vulnérables, par exemple, comme on le fait pour la grippe. Donc, ce pas des choses non plus qui sont des scénarios complètement étrangers à ce que l'on connaît déjà, mais la science, entre guillemets, se construit au fur et à mesure que l'on apprend de cette épidémie, qu'on observe nos voisins, notamment Israël par rapport au vaccin, mais d'autres pays comme l'Angleterre. Alors, je reviens au début de ma question. Est-ce qu'il y a une fin à cette pandémie? Vous êtes épidémiologiste, finalement c'est votre travail, vous, de suivre ça. Et comment... Alors, sur les perspectives qu'on pourrait avoir sur la moyen ou long terme. Ces perspectives, si je devais les résumer assez simplement, je vous dirais que cet hiver sera moins dur que le précédent et que le prochain sera moins dur que celui-là. Et que ça va se faire petit à petit. Je vois que ma réponse ne vous satisfait pas complètement. Je sens la salle. Non, mais la salle... Alors, je les teste, hein, comme ça, c'est une façon de voir comment il faut que je communique pour la prochaine fois. Mais effectivement, pour cet hiver, on peut craindre une période tendue quand on voit la rapidité avec laquelle ça remonte. Maintenant, on se rend compte aussi que entre guillemets, ce terme est peut-être mal choisi, mais ce réservoir de personnes susceptibles est en train de diminuer. Hein. On a 10% de non-vaccinés en France en population adulte, et des gens chez qui les vaccins ne sont plus du tout efficaces, heureusement, sont peu. Du coup, la vague qui va arriver peut être encore assez brutale. Juste pour vous donner une idée, rappelez-vous que la première vague, c'est seulement 5% de la population qui a été infectée. Hein. Quand on dit cette vague de mars 2020 qui nous a mis à genoux, seulement 5% de la population infectée. Donc, vous n'avez pas besoin de beaucoup de personnes pour saturer les systèmes de santé, mais ça survient quand toutes tombent malades en même temps et arrivent en même temps sur les services d'hospitalisation et de soins intensifs. D'où, par rapport à la vague qui se profile actuellement, heureusement sur un réservoir entre guillemets susceptible moins important, l'idée quand même d'essayer de l'étaler, de prendre des mesures déjà maintenant pour freiner cette vague, parce que ce qui est dangereux, c'est la saturation dans le temps et dans l'espace, sur une période très courte, de toutes les personnes qui ont besoin en même temps d'aller en réanimation. Et si vous étalez un petit peu, déjà c'est beaucoup plus supportable pour le système de santé, puis si vous prévenez les infections, moi en tant qu'épidémiologiste, c'est évidemment ce que je recommanderais, avec des mesures précoces et efficaces, à ce moment-là, vous évitez la majorité des difficultés en poursuivant ces doses de rappel entre-temps pour donner une immunité à la population sans passer par l'infection qui elle-même, vous le savez, comporte des risques. Alors j'arrive quand même à votre question qui évidemment est très importante. Le scénario finalement est qu'on va, je l'imagine cet hiver, avoir une période un peu tendue, qu'on continuera les doses de rappel. J'appelle de tous mes voeux les personnes à se vacciner, de suivre ces recommandations. Elles sont absolument essentielles. On a beaucoup de recul maintenant sur la sécurité de ces vaccins. On sait qu'il y a des effets indésirables, mais ils sont quantifiés, ils sont rares, et pour beaucoup d'entre eux gérables. Et puis l'hiver prochain, ça recommencera, parce que l'effet saisonnier suffira pour relancer l'épidémie, mais je verrai plus quelque chose comme des épidémies de grippe, où vous pouvez avoir, rappelez-vous, les épidémies de grippe des 10 dernières années, c'est 5 à 15 000 décès par an pour la France, hein, entre 5 et 15 000 selon la dureté de l'épidémie de grippe. Et là, on peut s'attendre un peu à la même chose, peut-être un peu plus les premières années, puis au fur et à mesure que les années passeront, de moins en moins, parce que, bon an ou mal an, on aura tous construit une immunité. Je l'espère avant tout par les vaccins et les doses de rappel, parce que c'est la façon la plus sûre de construire cette immunité, possiblement par des infections naturelles qui se rajouteront à nos vaccins et qui, parce qu'on a été vacciné, seront moins dures,
que si vous aviez eu votre infection directement, naturellement. Du coup, on se retrouvera dans une situation où la population sera largement immunisée et les personnes qui seront vulnérables, comme pour la grippe, seront ceux qui auront un peu plus de fragilité due à l'âge ou à des comorbidités, avec un passage saisonnier qui sera donc responsable de ces pics saisonniers qu'on observera. Je tiens à préciser, je tousse beaucoup, mais c'est un bon vieux rhume, je me suis fait tester. Je l'espère. Très ardemment. Ça la ferait mal si je... 2 mètres, c'est déjà quelque chose, mais alors, il y a des aérosols, comme vous le savez. Non, vous reculez. Vous avez donné l'interview à l'Express, vous donnez des choses très, très, on va dire, pratiques. J'aimerais bien que vous les rappeliez, tiens. C'est quoi? C'est éviter l'intérieur des espaces confinés? Alors, ce qu'on a appris sur la transmission de ce nouveau coronavirus, qui n'est pas la même que celle d'autres virus respiratoires, est qu'elle est vraisemblablement en majorité, en tout cas pour les contaminations massives, liées à ce qu'on appelle ces aérosols. Alors, les aérosols, quand on parle, surtout quand on parle fort, quand on crie, quand on chante, vous allez émettre des particules qui peuvent faire de tailles différentes. Ce qu'on connaît tous, c'est les postillons, parce qu'ils sont visibles. Ceux-là, ils font plus de 100 microns de diamètre, et ils vont tomber sur le sol à une distance de 1 mètre. Alors les Américains, ils mettent 2 mètres, hein. Nous, on dit 1 mètre. Qui a raison, là? On ne sait pas. Bon, c'est entre les deux, c'est un continuum, hein. Il ne faut pas être trop rigide là-dessus. Et puis ça dépend, une fois de plus, si vous parlez fort, etc. Et eux, soit vous êtes à moins de 2 mètres et vous les prenez en pleine figure, et ils peuvent vous contaminer sur les muqueuses. Soit ils tombent sur des surfaces que vous touchez après, vous mettez vos doigts à la bouche, aux yeux, au nez, et vous vous infectez. Donc ça, c'est des modes de transmission des virus respiratoires qui étaient bien connus et qui étaient considérés au début de cette épidémie vraisemblablement comme le mode principal de transmission de ce nouveau coronavirus. Et assez tôt dans l'épidémie, on a commencé à avoir des éléments qui nous laissaient entendre que ce modèle de transmission par les postillons et les surfaces contaminées par ces postillons ne permettait pas d'expliquer toutes les situations qu'on observait. Ça a commencé par des clusters, donc des foyers épidémiques importants qui se déclenchaient dans des réunions où beaucoup de personnes étaient ensemble, dans des lieux clos. Et un exemple dramatique pour la France, mais pour d'autres pays, a été par exemple les rassemblements des églises évangéliques. Rappelez-vous Mulhouse, 17 au 22 février, qui a vraiment été l'élément qui a été déclencheur de la vague du Grand Est. Mais sachez qu'au même moment, en Corée du Sud, à Daegu, il y avait un autre rassemblement évangélique où on pense qu'il y a eu 5000 contaminations. Pourquoi? Parce que les personnes étaient toutes dans des milieux intérieurs clos et chantaient beaucoup, avec émission d'aérosols qui restaient en suspension dans l'air. Et ces aérosols, eux, font moins de 5 microns de diamètre. Donc vous voyez, on part de 100 microns pour les très gros postillons qui tombent au sol tout de suite. Après, il y a toute une série de gouttelettes qui font des tailles intermédiaires. L'aérosol à 5 microns de diamètre, il reste en suspension dans l'air. Alors typiquement, on pensait que ces aérosols étaient trop petits pour pouvoir contenir du virus infectant. Et le deuxième élément qui nous a surpris, c'est quand Christian Drosten, qui est un virologue allemand très réputé, publie dans Nature, une revue de référence, un article qui nous dit « Attention, les concentrations de ce SARS-CoV-2, de ce nouveau coronavirus dans la gorge, sont 1000 fois supérieures à celles du coronavirus de 2003, qui était un peu notre modèle de référence au début de cette épidémie, puisqu'il s'agissait d'un nouveau coronavirus qui arrivait du monde animal. Le coronavirus de 2003, c'était le SRAS de Chine, sud-est de la Chine. Et là, on se rend compte qu'il y a une différence fondamentale, c'est que le SARS-CoV-2, il est dans la gorge, alors le coronavirus de 2003, il est au fond des poumons. Et l'autre différence que ça impliquait, donc en dehors du fait que vous avez des telles concentrations dans la gorge que ces particules que vous émettez de moins de 5 microns de diamètre peuvent contenir quelques virions infectants qui restent en suspension dans l'air et peuvent donc aller à distance, quelquefois plusieurs heures, et infecter des personnes. L'autre élément que cette mise en évidence d'une concentration beaucoup plus forte dans la gorge que dans les poumons est le fait que ce nouveau coronavirus peut se transmettre en période présymptomatique, avant même qu'on ait des symptômes, voire en absence de symptômes chez certains sujets. Or, le coronavirus de 2003, lui, qui était dans le fond des poumons,
ne devenait contagieux que 4 à 5 jours après le début des symptômes, et toutes les personnes étaient symptomatiques. Et ce qui nous a permis d'éradiquer le SRAS, c'est que des personnes n'étaient contagieuses que 4 à 5 jours après le début des symptômes, toutes symptomatiques, et que du coup, une personne qui était fébrile, on avait 5 jours pour la tester, on pouvait la mettre à l'hôpital, l'isoler, seulement alors elle devenait contagieuse. D'ailleurs, les clusters, rappelez-vous, du SRAS de 2003, c'était des clusters hospitaliers, très peu de transmission à domicile. Et comme tout le monde était symptomatique, on pouvait identifier toutes les personnes potentiellement contagieuses. Et grâce à ça, on a pu éliminer le SRAS de sa circulation en population humaine. Et en enlevant les civettes, qui était l'animal qui introduisait en population humaine ces nouveaux coronavirus, on a éradiqué la maladie, puisqu'on pouvait retirer le réservoir animal. Quand on s'est rendu compte qu'on aurait des concentrations aussi élevées dans la gorge et qu'il y avait la possibilité de transmission à partir de gens qui n'avaient pas encore de symptômes via ces aérosols, pour moi, ça a été le moment de bascule de l'épidémie. Une publication du 1er février de nos collègues allemands dans le New England Journal of Medicine qui nous raconte il y a eu une réunion de travail en Allemagne avec une collègue chinoise qui n'avait pas de symptômes, qui est repartie en Chine et qui, en Chine, a développé la maladie, mais les personnes qui étaient en réunion avec elle en Allemagne sont tombées malades les jours suivants. Ça a été un coup de tonnerre pour nous, publication du 1er février 2020 dans le New England Journal of Medicine. Pour vous dire à quel point ce sujet est devenu polémique, des chercheurs ont dit que c'est un tel changement de paradigme par rapport au contrôle possible de l'épidémie, parce qu'à partir du moment où des gens non symptomatiques peuvent transmettre, ça va être extrêmement difficile de stopper cette épidémie. Cette publication a été contestée. Les auteurs allemands ont rappelé la collègue chinoise avec un huissier, pour vous dire où c'est allé, pour la faire témoigner devant l'huissier qu'elle n'avait pas de symptômes quand elle était en Allemagne et que c'est bien en Chine que les symptômes se sont développés. Ils ont coupé la poire en deux. En fait, elle avait pris un ibuprofène, un anti-inflammatoire, dans la nuit qui avait précédé sa réunion avec les Allemands parce qu'elle ne se sentait pas très bien, mais elle n'était pas encore clairement symptomatique. C'est après le vol en avion qu'elle est devenue clairement symptomatique. Là, on s'est dit, bon, c'est un premier cas, un case report comme on appelle, on ne fait pas une doctrine à partir d'un seul cas, mais il y a eu des publications un peu similaires qui sont arrivées du Vietnam, de Thaïlande. On a commencé à voir ça pendant le mois de février, et c'est le moment où on s'est dit, ce coronavirus va être beaucoup plus difficile à stopper que ces deux cousins qu'on avait rencontrés récemment, le SRAS de 2003 et le MERS, qui est cet autre coronavirus dans les pays du Golfe, transmis par des dromadaires, et pour qui on a des épisodes hospitaliers, comme on l'avait vu avec le SRAS de 2003, mais pas de transmission importante en population humaine, avec quand même une exception qui est intéressante de rappeler maintenant, qui a été l'arrivée de ce MERS en Corée du Sud en 2015, pas du tout attendu, parce que c'était un virus qui était dans les pays du Golfe, avec des épidémies hospitalières, puisque c'est vraiment un virus qui se transmet avec des gens symptomatiques dans les hôpitaux, mais 5 hôpitaux en Corée du Sud qui sont partis en vrille en l'espace de quelques semaines, parce que ce patient avait fait du nomadisme médical, et qui fait que la Corée, en 2015, a eu tellement peur qu'elle a mis en place des mesures de contrôle des épidémies liées à des virus respiratoires, et notamment les coronavirus, qu'elle a activé dès l'arrivée de ce nouveau coronavirus, et qui font qu'aujourd'hui, la Corée du Sud est vraiment citée en exemple comme un pays qui a réussi à contrôler la circulation de ce nouveau coronavirus, avec des mesures très fortes. Il ne faut pas se leurrer. On est dans des systèmes aussi gouvernementaux qui permettent la mise en place de mesures extrêmement fortes et contraignantes pour la population, mais la Corée est aussi un exemple, et elle le doit en partie à ce qu'elle avait mis en place après cette épidémie de 2015. Donc juste pour vous dire voilà, qu'on est, par rapport à cette transmission, face à une transmission par aérosol, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en pratique? Ça veut dire que le port du masque en milieu clos est vraiment très important. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, je n'ai pas mis de masque parce qu'on est sur une pièce grande taille, etc. et compagnie, mais vous me l'avez vu, dans toutes mes apparitions télévisées, j'ai un masque. Tout à fait. Oui. Parce que dans les studios, je pense qu'on n'est pas dans les conditions de sécurité suffisantes. Et voilà, bon, j'ai accepté de ne pas mettre de masque cette fois-ci, mais j'aurais tout à fait pu en faire. J'ai fait beaucoup d'interventions dans le même cadre avec un masque. Là, on est en début d'épidémie, reprise hivernale. C'est vraiment des moments, je trouve, un petit peu borderline. Mais bon. Après, l'autre élément qui est fondamental, c'est l'aération. Et c'est quelque chose auquel on ne pense pas suffisamment.
Mais on a un moyen de savoir assez facilement si le renouvellement d'air dans une pièce est suffisant. Ce sont ces capteurs de CO2, c'est des petites boîtes, c'est un boîtier qui fait la taille d'un gros smartphone, ça coûte 100 € à peu près, et qui mesure cette concentration de particules dans l'air ambiant, de CO2 qui vous disent finalement, c'est un proxy de l'émission des aérosols potentiellement infectants qu'il pourrait y avoir dans la pièce si une personne était infectée par un coronavirus dans la pièce. Et on connaît les standards aujourd'hui. Ils sont à peu près quand vous êtes dans l'air extérieur, il y a 400, ce qu'on appelle ppm, particules par micron, qui donc est l'indicateur utilisé. Ça, c'est ce que vous avez en air extérieur. On pense que pour un bon renouvellement d'air, les valeurs ne doivent pas dépasser 800. Quand vous êtes au-delà de 800, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de renouvellement d'air et que si une personne était infectée dans la pièce et que vous ne portez pas de masque, vous seriez vraiment à risque. Et les chiffres que vous trouvez, hein, quand on mesure et qu'on commence à s'amuser, peuvent aller assez vite jusqu'à 2000-2500. Ce qui est intéressant, c'est que dès que vous ouvrez une fenêtre, dès que vous ouvrez une porte même sur l'intérieur, vous voyez les chiffres baisser, alors pas toujours de la même façon, ça dépend de la conformation de la pièce, de la hauteur du plafond, des angles qui existent, etc. Mais par exemple en cours, j'ai toujours la fenêtre ouverte, la porte ouverte, et tous mes étudiants mettent 2 pulls de plus, parce qu'ils ont pris l'habitude depuis le début de l'année. Ils attrapent le rhume. Tous masqués, et on a cette boîte, et on ne dépasse jamais les 800. Si vous êtes dans un espace où vous devez enlever votre masque, parce que vous êtes dans une cafétéria d'entreprise par exemple, la bonne valeur, c'est de rester entre 400 et 600. Parce que comme vous enlevez le masque, vous devenez un peu à risque. Si vous êtes dans un amphi comme celui-là, on peut aller jusqu'à 800, parce que vous êtes, pour l'immense majorité d'entre vous, masqués. Mais voilà, ce sont un peu les valeurs de référence. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faudrait que l'on apprenne, pas simplement pour cette épidémie, mais pour les futures épidémies. Parce que, bon, celle-là, on va s'en sortir, ça va nous prendre encore 2-3 saisons avant de rentrer un peu dans le rang, mais je ne vous cache pas que les conditions sont tout aussi réunies aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 1 an, 2 ans et 10 ans, pour l'émergence d'un nouveau virus respiratoire, les 2 grandes menaces étant la grippe et un nouveau coronavirus. Maintenant qu'on sait que ces coronavirus animaux, à la différence du MERS et du SRAS, peuvent prendre des modes évolutifs et de transmission un peu différents, avec des concentrations extrêmement élevées dans la gorge, comme celles que l'on rencontre avec le SARS-CoV-2. Sachez qu'il existe 4 autres coronavirus humains saisonniers, qui sont ceux qui vous donnent des rhumes, des angines, des petites choses comme ça, pas bien méchantes, et que ces coronavirus, ils sont très vraisemblablement rentrés en population humaine il y a de cela plus d'1 siècle en tout cas, et quand ils sont rentrés en population humaine, ils ont probablement créé des vagues épidémiques de la même nature que celles qu'on connaît aujourd'hui, pour ne s'arrêter que quand toute la population avait été immunisée, les plus fragiles étaient décédés, et de façon beaucoup plus brutale que ce qu'on a pu rencontrer cette fois-ci, avec pour le passage endémique de ces 4 coronavirus saisonniers qu'on connaît aujourd'hui et qui nous font une fois de plus peu de problèmes, sauf ces rhumes et ces grippes, et ces petites angines. Mais ce passage à cet état endémique s'est fait de manière brutale, par l'immunité naturelle, avec son cortège de formes sévères et de décès, alors que là, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a la possibilité de gérer cette transition vers l'endémicité avec un vaccin qui se substitue à l'infection naturelle pour produire une immunité qui nous protège. Donc une fois de plus, on a une chance incroyable d'avoir ces vaccins avec nous, profitons-en, et parce que c'est ce qui nous permettra d'absorber ces vagues épidémiques et de se constituer l'immunité qui nous protégera avant que ce coronavirus devienne endémique et ne soit plus pour vous qu'une source d'angines et de rhumes régulièrement, alors que les tout petits s'infecteront à la crèche, dans l'enfance, comme ils le font pour les autres coronavirus saisonniers. Alors, on va parler du passé, puis ensuite du futur. Le passé, évidemment, quand la pandémie est arrivée, on a parlé de la grippe espagnole. Je vous écoutais tout à l'heure, vous parliez du SARS-CoV-2 avec cette particularité des personnes asymptomatiques. Est-ce qu'il y a déjà eu des virus qui avaient cette particularité et qu'est-ce qu'on peut faire comme parallèle entre cette épidémie de grippe espagnole, alors bon, les chiffres sont compliqués, mais c'est 20 à 50 millions de morts dans le monde, certains disent plus, et cette pandémie qu'on vit actuellement?
Alors, l'autre virus respiratoire qui se transmet en phase pré-symptomatique, c'est la grippe. La grippe, vous êtes contagieux la veille, quand vous êtes mal foutu. C'est la veille d'une grippe, vous avez mal partout, vous êtes très fatigué, un petit peu de vertige, vous dites tiens c'est bizarre, je ne suis pas bien aujourd'hui, puis le lendemain, poum, fièvre à 39 et vous savez que vous avez la grippe. Eh bien, vous êtes contagieux la veille, et c'est pour ça que jusqu'à présent, sur les pandémies grippales, on n'a pas cherché à les stopper. Quand vous avez eu la pandémie de 2009, on ne vous a pas demandé de porter des masques ou quoi que ce soit, etc. Parce qu'on savait à l'époque qu'il serait extrêmement difficile de stopper la circulation de ce virus, sachant que pour la grippe, vous avez une transmission présymptomatique, et puis ce qu'on appelle le temps de génération, c'est-à-dire la durée entre le moment où vous-même vous êtes infecté et les personnes avec qui vous avez été en contact seront infectées, dont le proxy pour nous est le moment où vous avez déclaré vos symptômes et le moment où les personnes que vous avez infectées déclarent leurs symptômes, il est très court, c'est 3 jours. Donc les vagues de transmission vont beaucoup plus vite avec la grippe. Tous les 3 jours, vous avez une nouvelle vague, et si vous infectez 2 personnes, ça fait que vous faites 1, 2, 4, 8, et puis faites l'exercice, avec 3 jours de pas de temps, vous verrez qu'en 2 mois, vous êtes avec des chiffres faramineux. Donc ça, c'est la grippe, extrêmement difficile de la stopper. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on porterait des masques, puisqu'on a pris l'habitude de le faire et qu'on comprend, etc., un petit peu mieux l'importance de freiner les démarrages d'épidémie. Mais à l'époque, et pour la pandémie de 68-70 ou celle de 57, on n'avait pas cherché à les stopper. La grippe espagnole, malgré l'impact populationnel qu'elle a eu, n'a finalement pas amené à beaucoup de mesures type confinement, par exemple. Il y a eu, vous avez des photos, des gens qui portaient des masques, etc. Mais il n'y a pas eu de confinement à très grande échelle, comme on l'a eu pour cette pandémie. C'est la première fois dans l'histoire récente de l'humanité qu'on a confiné des pays entiers. Donc la grippe est vraiment l'exemple du virus qui se transmet avant les symptômes, extrêmement difficile d'arrêter, avec une dynamique ascensionnelle plus rapide. La seule difficulté avec la grippe, c'est de savoir jusqu'à quel point ce virus va être létal pour l'homme. En pratique, dans l'expérience de l'humanité récente, à chaque fois qu'une pandémie grippale a débuté, 1/3 de la population mondiale a été infectée. Ça a été le cas avec la grippe de 2009, ça a été grave avec la grippe asiatique, la grippe de Hong Kong, avec la grippe espagnole. Donc on sait, c'est parti, 1/3 de la population va s'infecter. Mais ce qu'on ne sait pas au début, c'est quelle est la proportion des personnes infectées qui vont faire des formes sévères et décéder. Et là, le curseur, dans l'expérience humaine récente, il est pour les virus qui sont devenus pandémiques, entre 1%, probablement pour la grippe espagnole, et 1 pour 10 000, voire moins, pour la grippe de 2009. Ce qui fait que quand on a eu cette grippe de 2009, H1N1, qui nous a beaucoup inquiétés, au tout début, on savait qu'1/3 de la population mondiale allait être touchée, on ne savait juste pas si on allait avoir une mortalité de 1% ou une mortalité de 1 pour 10 000, parce qu'au début, vous ne voyez que les cas hospitaliers qui sont sévères. Et c'est assez rapidement, dans l'été finalement, le virus est apparu en mars-avril au Mexique, et puis il s'est répandu. Au début, on était extrêmement inquiets, il y a eu les commandes de vaccins au mois de mai-juin, etc. Et c'est dans l'été, quand il a traversé les États-Unis et l'Angleterre, qu'on s'est rendu compte que la mortalité était finalement très faible, heureusement, et que du coup, cette pandémie n'a pas eu l'impact qu'on pouvait redouter très légitimement. Sachez que le virus H5N1, la grippe aviaire dont vous vous souvenez peut-être dans les années 2000, il tue la moitié des personnes qui sont infectées. Heureusement, il est très peu transmissible de la volaille vers l'homme et il n'est pas transmissible d'homme à homme. Mais un virus de grippe peut avoir le potentiel de tuer beaucoup, et c'est pour ça que c'est pour nous vraiment le virus le plus redouté. Alors sur le parallèle avec la grippe espagnole elle-même, les chiffres avancés sont de 25 à 50 millions de personnes décédées en 1918-1919, et un petit peu plus tard pour certains pays. C'était un moment où la population mondiale, c'était 1,5 milliard. On est 5 fois plus nombreux aujourd'hui, pour faire simple. Donc il faut ramener ces chiffres à la même échelle. Les estimations, toujours du journal The Economist, sur le nombre de personnes qui sont décédées de la pandémie Covid actuellement, c'est 17 millions, avec un intervalle. Beaucoup plus fiable comme chiffre que les 5 millions, qui sont les chiffres qui ont été répertoriés par les pays, mais on sait qu'il y a beaucoup de sous-déclarations. Donc on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Vous voyez, 17 millions, on va arriver à 20-25 millions, et la grippe espagnole, c'était 20 à 50, mais avec un dénominateur qui a changé entre-temps. Donc l'impact de la grippe espagnole a été plus dur. 5 fois plus de personnes, à la date d'aujourd'hui, sont mortes de la grippe espagnole
comparé à la Covid. Donc voilà, après, ce n'était pas la même période, des organismes affaiblis après une première guerre mondiale, les personnes mouraient beaucoup de pneumopathie qui surinfectaient la grippe. Aujourd'hui, on a des antibiotiques, donc les scénarios ne se répéteront pas. Mais là, on est quand même sur une pandémie. Voilà, on arrive vers les 20 millions, le sida, c'est 40 millions. On est sur des... Et la grande différence avec le sida, bien sûr, c'est la brutalité avec laquelle les patients arrivent, au sens où vous avez des vagues épidémiques qui saturent les services de réanimation et qui font que nos systèmes de santé se retrouvent à des moments incapables de faire face. Et c'est là où les gouvernements sont obligés de prendre des mesures de restriction extrêmement fortes pour soulager les systèmes de santé. Mais donc c'est ces caractéristiques-là qui font que cette pandémie est très particulière. Elle est particulière aussi, mais sans doute les précédentes, parce qu'on ne sait pas précisément, mais vous allez peut-être nous le dire, d'où vient le virus, comment ça naît un virus, comment ça naît un coronavirus. L'origine du virus, la fameuse question. L'origine, je sais qu'il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Beaucoup de polémiques, et je ne serai pas en mesure de vous donner une réponse formelle, parce qu'on ne l'a pas, et je pense qu'on ne l'aura pas. Je pense qu'on ne saura jamais, parce qu'actuellement, il n'y a plus les moyens de faire des investigations qui auraient permis de trancher entre 3 hypothèses possibles, finalement. Il y a l'hypothèse classique de l'émergence des virus en population humaine à partir d'un réservoir animal. Là, on a affaire à un bêta-coronavirus. Le réservoir de ces bêta-coronavirus, c'est ce qu'on appelle des mustélidés. C'est des petits animaux carnivores. Comme dans la famille, vous allez trouver la fameuse civette, palmis masqué du SRAS de 2003, mais vous trouverez le furet, le blaireau, le raton laveur, les visons. Et on sait pour ce nouveau coronavirus qu'il circule très facilement dans les visons, comme on l'a vu aux Pays-Bas, dans un élevage en France et au Danemark. Et donc voilà, le réservoir animal, il est par là, avec plus en amont une chauve-souris. Parce qu'on a retrouvé chez des chauves-souris des virus qui sont aujourd'hui à 96 voire 98% identiques à ce SARS-CoV-2. Mais on ne pense pas que le passage s'est fait directement de la chauve-souris à l'homme, ça resterait possible néanmoins, mais habituellement, on a cet hôte intermédiaire, et là, dans la famille de toutes ces mustélidés, il y aurait des candidats potentiels, candidats qu'on retrouve d'ailleurs très largement dans les marchés d'animaux en Chine, alors que les chauves-souris, la fameuse museau fer à cheval Rhinolophus, qui est la chauve-souris porteuse, on ne la retrouve pas typiquement dans les marchés. On retrouve des chauves-souris dans les marchés en Chine, mais pas typiquement celle-là. Donc on pense plutôt à un réservoir animal intermédiaire autour d'un mustélidé. Les visons seraient des bons candidats, puisque la Chine est un très gros producteur de fourrure de visons. Mais voilà, les enquêtes qui ont eu lieu ou n'ont pas eu lieu immédiatement après la fermeture du marché de Wuhan, on n'en a pas les résultats. On sait juste que dans une partie du marché de Wuhan, alors d'abord on sait 2 choses. On sait que dans le marché de Wuhan, vous aviez tous les animaux qu'il fallait pour les hôtes intermédiaires. Donc il y a des photos antérieures à cet épisode qui montrent qu'il y a des candidats animaux qui étaient vendus dans ces marchés. Et on sait aussi que dans une partie du marché, on a retrouvé sur des prélèvements qui sont qualifiés de environnementaux, donc je pense que c'était des étals contaminés, peut-être de l'eau dont on sait que de drainage qu'elle peut être infectée. On a retrouvé des virus absolument identiques au virus de cette épidémie. Donc on sait que ça a circulé dans le marché, et on sait aussi que chez les premiers patients en Chine, à Wuhan, il y avait une proportion importante de ces patients qui étaient allés au marché de Wuhan. Ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est de là que c'est parti, ou si c'est parti du laboratoire de virologie de Wuhan, qui travaille sur ces virus de chauve-souris, dont jusqu'à présent, on avait des virus extrêmement proches de celui-là, mais n'étant pas celui-là. Du coup, soit ils avaient mis la main sur ce nouveau coronavirus et il y a eu une fuite dans le laboratoire, au sens accidentel, hein, quelqu'un qui travaillait, qui s'est infecté, et puis c'est parti en population humaine. Donc ça, c'est une éventualité qu'on ne peut pas éliminer, mais ils n'avaient jamais jusqu'à présent publié sur ce virus-là. Donc c'était comme une équipe qui publiait sur les virus qu'ils séquençaient. Donc on s'étonne un peu qu'il n'ait pas publié sur celui-là. C'est des virus difficiles à garder en culture aussi. Donc ça voudrait dire quand même qu'il l'avait depuis un certain temps. Et une fois de plus, on se serait étonné que la séquence n'a pas été publiée. Et puis l'autre chose, c'était
ces approches de modification de ces virus pour essayer de les rendre plus transmissibles, virulents, ce qu'on appelle gain of function. Et donc là, il y a des questions qui se posent pour savoir est-ce que ce type d'expérimentation a été faite dans ce laboratoire de Wuhan. La seule chose qui va contre cette hypothèse, c'est que ce qui rend ce virus extrêmement pathogène pour l'homme sont des mutations sur des sites particuliers, ceux qui permettent l'attachement aux récepteurs des cellules humaines, et un autre qui permet l'entrée du virus grâce à une protéine humaine qui va cliver une partie du virus et permettre son insertion. Ces éléments-là n'étaient pas connus dans le monde de la science, donc on ne voit pas trop comment ils auraient pu rentrer dans un processus actif de modification du virus. Voilà, c'est les deux éléments qui me font dire que pour l'instant, dans la majorité des scientifiques, on pense que l'hypothèse animale dans le marché est la plus vraisemblable, mais pour être très honnête avec vous, on ne sait pas. Et quand je disais qu'on ne saura pas, c'est que pour trancher dans cette question, il aurait fallu une très grande transparence des autorités chinoises sur des enquêtes faites dans les marchés animaux, qu'on sache exactement ce qu'on retrouvait dans les animaux, chez les personnes qui vendaient ces animaux. Pour le coronavirus du SRAS de 2003, 40% des vendeurs de civettes avaient des anticorps contre le coronavirus. Donc on a les moyens de voir, alors aujourd'hui il y a eu les vaccins, mais il y a d'autres anticorps spécifiques du virus et qui ne sont pas présents dans le vaccin qu'on pourrait rechercher. Donc il y a des enquêtes vraiment qu'on aurait voulu faire pour clarifier la situation. Et puis il y a des questions sur le laboratoire lui-même, de pouvoir les regarder, les cahiers de laboratoire, parce que tout ça est consigné dans des cahiers. Le laboratoire de virologie est un laboratoire qui a une réputation internationale, dont on sait que les personnes qui y travaillaient bien. Donc ces informations doivent exister quelque part, mais de ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement chinois a décidé de ne privilégier aucune piste, de faire le blackout complet là-dessus, et c'est ça qui nous gêne. C'est juste que voilà, on ne sait pas, et on ne saura probablement jamais. Et bon, ça ne change rien sur le devenir de cette épidémie, bien sûr. Mais simplement, c'est vrai que nous, on aurait, bon, juste par le terme curiosité scientifique, quand on voit l'impact de cette aventure, est peut-être mal choisi, mais on aurait aimé comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je crois qu'on ne le saura jamais. Pour l'avenir, je vous ai entendu tout à l'heure, vous nous avez dit, il y aura d'autres pandémies. Vous en êtes sûr? Il n'y a pas de répit finalement à l'humanité. Alors, non, les virus ne laissent aucun répit à l'humanité. Je vous invite à regarder une conférence que j'ai faite au Collège de France en mars 2019, 6 mois avant la pandémie, donc. 9 mois avant la pandémie. Et j'ai une diapositive sur, je crois, le cours Impact des pandémies, où je liste la plus grande crainte pour nous, c'est une pandémie à virus respiratoire qui aura tel nombre de reproductions, tel taux de létalité, tel intervalle de génération, et qui sera contagieux avant le début des symptômes. Et quand vous voyez ça, vous vous dites... c'est vous qui l'avez créé. C'est lui qui l'a fait. Ce qui me sauve aujourd'hui, c'est que la diapositive suivante, je mettais le virus de la grippe. Parce qu'à l'époque, on pensait plus au virus de la grippe, parce que comme je vous le disais, les deux dernières émergences de coronavirus humains, le SRAS et le MERS, le virus n'était pas transmissible avant le début des symptômes. Et c'est ça qui a complètement fait basculer cette épidémie dans un nouveau scénario. Non, donc c'est quelque chose que l'on sait, de vous dire quand ça surviendra, on est incapable. Il y a, quand vous regardez la densité des élevages, volailles et porcins, tous les ingrédients réunis pour des mélanges de virus de grippe entre les volailles et les porcins, et ce qu'on appelle des réassortiments de génome, parce que le virus de la grippe est en 8 segments de génome qui s'échangent assez volontiers au sein d'un animal qui est co-infecté par les deux virus. Et donc il y a toutes les conditions réunies pour l'émergence de nouveaux virus grippaux, et il y en a en permanence. Et on voit régulièrement, vous le voyez dans la presse, et heureusement ça ne va pas plus loin, nouveaux virus aviaires identifiés en Chine, etc. Bon. Donc ça va nous arriver dessus. Pour moi, une priorité scientifique mondiale sur laquelle les gouvernements ne devraient pas hésiter une demi-seconde de mettre tous les moyens qu'ils ont, parce que ce sera tellement coût-efficient que ce serait absurde de ne pas le faire, c'est tous les travaux de développement de vaccins qu'on appelle pan-grippaux et pan-coronavirus. C'est des vaccins qui vous protégeraient contre tous les coronavirus, et c'est des vaccins qui vous protégeraient contre tous les virus de la grippe que l'on peut imaginer. C'est plus difficile parce que la partie que ciblent les vaccins, c'est la partie
qui est changeante des virus, qui est à la périphérie, et qui justement change d'un virus à l'autre. Donc ce qu'on cherche, c'est des parties constantes de ces virus que les vaccins pourraient cibler et qui, du coup, permettraient de protéger contre tous ces virus. Mais avec les progrès de la technologie qu'on a vu avec l'ARN messager, les possibilités de faire des vaccins polyvalents, etc., il y a des nouvelles pistes de recherche. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel, parce que si on arrive à développer des vaccins qui protègent de tous les virus de la grippe ou de tous les coronavirus, on se protégera déjà vis-à-vis d'une des plus grandes menaces des années à venir. Mais n'en parlons pas maintenant, parce qu'on s'est déjà assez plombé le moral avec la Covid, et je vous ai expliqué qu'on n'était pas complètement sorti d'affaire. Mais là, il y a vraiment un soutien à ces recherches, parce que nous, on parle de dizaines de millions de dollars ou d'euros. On ne parle pas de sommes faramineuses. Regardez le coût de cette crise, et vous verrez tout de suite qu'il n'y a vraiment pas à hésiter une seconde. Alors, vous l'avez dit plusieurs fois, votre foi dans les vaccins. Cette pandémie, elle avait révélé finalement une autre épidémie, celle des fake news. Et on se rend compte qu'une partie de la population, désormais, remet en cause jusqu'à la parole des scientifiques. Pour moi, c'est assez nouveau. Je n'ai pas ce souvenir-là, en tout cas, de scientifiques que vous êtes, par exemple. Un collègue à vous, alors je ne sais pas si vous le considérez comme tel, mais Anthony Fauci, qui était conseiller à la Maison-Blanche, d'ailleurs sous Trump, l'est encore, a dit qu'avec Facebook, il aurait été impossible d'éradiquer la variole. Alors je ne sais pas si c'est un parallèle rapide, mais comment vous réagissez-vous à ce moment? Pour moi, c'est un moment où des gens, finalement, ne croient même plus, les scientifiques que vous êtes, malgré les dizaines d'années d'études, où je pense que vous cherchez toujours, que vous pouvez opposer à ces opposants au vaccin, par exemple. Alors déjà, pour moi, il y a quand même eu dans cette crise un rendez-vous manqué entre la science et la population. Et j'en suis très amer, parce qu'on avait une opportunité fantastique de montrer que la science apporte beaucoup. Alors elle l'a fait avec les ARN messagers, je vous en ai parlé, et vous l'avez, et je pense que vous avez tous compris en votre fort intérieur quand même ce que cette découverte nous a apporté et comment elle nous permet de sortir de cette pandémie avec moins de dégâts que ce qu'on aurait pu voir pour des pandémies précédentes. Mais il y avait aussi dans l'explication, dans le travail, effectivement, je pense qu'on aurait pu avoir une communication plus fluide avec la population et avec les politiques. On n'a pas été aidé d'abord entre scientifiques, parce qu'il y en a quelques-uns qui se sont, entre guillemets, marginalisés. Je le dis parce qu'à 95%, si vous prenez les scientifiques du moment qui parlent de cette pandémie, on est d'accord à 95% entre nous. Enfin, il y a 95% d'entre nous, pardon, qui sont, on est d'accord. Alors, si vous nous mettez dans la même pièce, on arrivera à passer des heures pour bouger le curseur, mais on est vraiment d'accord. Puis il y en a 5% qui sont partis sur des pistes qui nous paraissent, nous, peu crédibles, mais qui, malheureusement, ont eu beaucoup de médiatisation, parce que là, on l'a vu, les médias, pour des raisons d'antenne, de buzz, d'audience, leur ont donné une visibilité disproportionnée par rapport au courant scientifique qu'ils représentaient. Et ça a beaucoup brouillé les messages. Et malheureusement, ça fait effectivement que pour beaucoup de personnes, ils se sont dit, mais regardez, les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Et du coup, des mouvements alternatifs, diffusés par les réseaux sociaux et amplifiés par les réseaux sociaux, ont gagné du terrain. L'autre élément qui est très difficile, c'est que pour nous, les scientifiques, nous sommes des personnes qui doutons en permanence. On est incapable de vous asséner des vérités, et si mon discours vous a paru cohérent dans l'heure qui vient de s'écouler, c'est des synthèses permanentes que je fais de la littérature scientifique, de discussions que j'ai avec mes collègues, mais moi, en tant que scientifique, je passe mon temps à me dire, est-ce que j'ai tort? Est-ce que je me trompe? Et à imaginer l'expérimentation qui prouverait que j'ai tort. Et je la mets en route, et si je n'arrive pas à démontrer que j'ai tort, je me dis, ben, finalement, ce que je pensais reste valide, mais je vis dans ce doute permanent et dans cette remise en question permanente. Et c'est évidemment quelque chose qui est très difficile de partager avec un public qui attend qu'on soit sûr de nos connaissances. Oui. Donc c'est sûr qu'on ne fait pas le poids par rapport à des personnes qui arrivent et qui vous assènent des vérités en vous disant c'est comme ça, on en est sûr, etc. Et alors que nous-mêmes, on est toujours prêts à nous remettre en question. Donc on est quand même, en tant que scientifiques, mais c'est ça qui fait de nous, je pense, des bons scientifiques, c'est cette capacité de nous remettre en question
beaucoup plus vulnérables vis-à-vis du monde des fake news, etc. Parce qu'on vous dira, on ne sait pas, il faut attendre, il faut faire de nouvelles expérimentations, la science se construit pas à pas. Ce que j'arrive à vous dire, c'est, quand je vous dis on ne sait pas en fait, c'est que d'avoir suivi toute la littérature et d'avoir discuté avec les meilleurs spécialistes mondiaux, je sais que ces questions n'ont pas encore été résolues. Donc je peux vous dire je ne sais pas, mais peut-être parce que finalement j'en sais pas mal et que je connais les limites du savoir scientifique du moment. Mais de dire je ne sais pas, c'est un aveu de faiblesse par rapport à des gens qui attendent de nous des certitudes qu'on n'est pas capable de donner. Donc, une fois de plus, cette crise nous apprend, nous, scientifiques, l'humilité, mais je pense qu'on l'a assez naturellement, à part quelques égos un peu disproportionnés que vous connaissez. Et on construit ce savoir, et je suis fier de tout ce qui a été fait depuis 18 mois, et avant tout de découvertes aussi remarquables que celle de l'ARN messager. Je fais un petit aparté vite fait, mais quand même vous dire, l'ARN messager, c'est évidemment, ce vaccin, une application très pratique de la science, hein, mais c'est aussi le résultat de recherches fondamentales qui, à l'époque, ont pu paraître très obscures et qui ont mis beaucoup de temps à déboucher. Alors, je vais faire un peu de cocorico pour l'Institut Pasteur auquel j'appartiens, mais dans les années 60, 2 chercheurs de l'Institut Pasteur, hein, Gros et Monod, ont été les premiers à décrire l'ARN messager. Et à l'époque, on ne savait pas du tout les conséquences qu'aurait cette découverte. Et ça a pu mettre 60 ans pour déboucher sur une application pratique qui a sauvé des millions de vies. Et c'est vous dire l'importance de cette recherche fondamentale, parce qu'on a besoin de décrire les mécanismes intimes de l'infiniment petit pour être capable, et ça peut être des dizaines d'années plus tard, d'avoir des applications pratiques qui vont sauver des millions de vies. Donc il faut rester dans la recherche, capable de poursuivre une recherche très fondamentale, même si ces débouchés immédiats ne paraissent pas du tout évidents, et c'est le cas, vous le savez, de cette chercheuse aussi qui était aux États-Unis, qui s'est vue refuser tous ses crédits de recherche et qui était à l'origine quand même de la mise de l'utilisation de l'ARN messager, Cataline Carico, comme un possible vaccin. Il faut être capable de soutenir ces recherches qui paraissent extrêmement obscures parce que c'est en connaissant et en décrivant l'infiniment petit qu'on a les bases solides sur lesquelles on pourra construire des applications plus tard qui vont sauver ces millions de vies. Mais voilà, donc oui, on a souffert de ces fake news, elles sont inévitables. Je pense que pour nous, c'est un devoir de pédagogie et inlassable pour essayer de convaincre le plus de personnes possible. Et puis je pense quand même qu'avec le recul, quand on regardera dans 10 ans, dans 20 ans, ce qui s'est passé, on sera mieux capable d'apprécier quels ont été effectivement les courants de la science qui ont finalement été porteurs de solutions, et puis les autres. Mais ça prendra du temps, et pour l'instant, on fait un peu le dos rond et on avance. Du temps, vous nous en avez donné, merci. De la pédagogie aussi. Merci beaucoup, Arnaud Fontanet. Merci pour ces explications. Je pense qu'on a fait un tour global, en espérant que la prochaine fois, vous nous expliquerez comment on évite la prochaine pandémie. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité et très heureux.